On entend partout, et à juste titre d'ailleurs, qu'il faut absolument réduire notre consommation d'eau. C'est une évidence face au bouleversement climatique, une nécessité pour préserver nos rivières, nos nappes phréatiques, bref, pour sauver la planète. Ouais, complètement, c'est le discours officiel, et c'est le bon sens. Voilà, c'est le bon sens. Mais le paradoxe absolu, la réalité économique qu'on ignore totalement en fait, c'est que chaque fois qu'on ferme le robinet pour faire un geste écologique, eh ben on pousse le système entier qui amène cette eau jusqu'à nous vers la faillite financière. C'est ça. Plus on est vertueux, plus le modèle s'effondre. C'est complètement fou. Bon, décortiquons tout ça, parce que ça semble, pour ne pas dire suicidaire, hein, vraiment paradoxal. C'est effectivement un paradoxe assez vertigineux, et c'est vraiment le cœur d'une crise silencieuse qui se joue littéralement sous nos pieds. Ce n'est pas juste une petite curiosité ou une simple théorie économique, hein. C'est la réalité de notre infrastructure la plus vitale. C'est d'ailleurs exactement ce qui a motivé notre plongée d'aujourd'hui. On analyse une série de rapports et de vidéos produits par l'Union des industries de l'eau, l'UIE. Mhm. Et pour situer un peu pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas un petit club de réflexion obscur. L'UIE rassemble plus de 200 entreprises, des dizaines de milliers de collaborateurs. C'est les gens qui ont les mains dans la terre, quoi. Exactement. Ceux qui posent les tuyaux, construisent les usines de traitement. Et dans ces documents, on a deux voix qui se détachent particulièrement. Celle de l'économiste Maria Salvetti et celle d'Oriane Sébil, qui représente, elle, l'Assemblée des intercommunalités de France. D'accord. Leurs analyses nous forcent vraiment à regarder une vérité en face. L'eau de notre robinet n'est pas un droit magique tombé du ciel. C'est un miracle d'ingénierie qui coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Ah bah oui. Mais avant d'aller plus loin, il faut rappeler notre règle d'or de l'impartialité. Notre objectif ici, c'est vraiment d'analyser les mécanismes financiers et écologiques exposés dans la source, sans du tout prendre parti sur les politiques environnementales. On pose les faits. C'est très clair. Et pour comprendre pourquoi ce système est aujourd'hui au bord de l'asphyxie financière, il faut d'abord regarder comment les règles du jeu ont été écrites. Ok. On a très souvent l'impression que l'eau courante, c'est un service public classique, un peu comme les routes, financées par nos impôts ou un grand budget de l'État. Mais c'est une idée complètement fausse. Le modèle français repose sur un dogme très précis, depuis des décennies. Et ce dogme, c'est «l'eau paie l'eau». D'accord, l'eau paie l'eau. Bon, ça sonne bien comme slogan, c'est sûr. Mais concrètement, sur ma facture, à la fin du mois, ça se traduit comment en fait? Ça veut dire que chaque euro qui est nécessaire pour pomper, pour traiter, distribuer et dépolluer l'eau provient exclusivement de la facture des usagers. Il n'y a pas d'argent magique de l'État. Zéro. L'argent reste dans un circuit fermé. Et ce modèle, il s'articule autour de deux grands principes que les sources détaillent très bien. C'est le principe du pollueur-payeur et celui du préleveur-payeur. Alors, ce sont des termes qu'on entend assez souvent, mais prenons le temps de les différencier. Bien sûr. Le principe du préleveur-payeur d'abord, ça concerne l'impact quantitatif sur la ressource naturelle. C'est-à-dire le volume. C'est ça. Prenons une industrie agricole ou une usine qui pompe des millions de litres directement dans une rivière ou une nappe phréatique. En prélevant cette eau, elle prive le milieu naturel d'une ressource en fait. Logique, ouais. Elle doit donc payer une redevance pour compenser ce prélèvement. Et cet argent va financer des actions pour protéger ces mêmes ressources naturelles. C'est donc une taxe sur la quantité qu'on retire à la nature, en gros? Et le pollueur-payeur, alors, c'est quoi la différence? C'est l'autre face de la pièce, mais liée à la qualité cette fois. Une fois que l'eau a été utilisée, que ce soit par une usine ou simplement par vous et moi quand on prend une douche avec des détergents, cette eau, elle est souillée. Il faut la nettoyer avant de la rejeter dans la rivière. Exactement. Le principe du pollueur-payeur signifie que le coût de cette dépollution, donc le fonctionnement des stations d'épuration, est facturé à celui qui a sali l'eau. Plus l'eau que vous rejetez nécessite un traitement lourd, plus vous payez cher. En lisant cette mécanique, il y a une image qui m'est venue en tête. C'est un peu comme un gigantesque système de covoiturage. Ah ouais, comment ça? Quand on paye sa facture d'eau, on a l'impression psychologique de ne payer que pour l'eau qu'on a bu ou utilisée pour se laver. On a l'impression de payer juste l'essence du trajet. Oui, on paie pour le litre qui coule. C'est ça, hein. Mais en réalité, le prix de ce billet doit couvrir bien plus. Il finance l'achat de la voiture, l'assurance annuelle, le changement des pneus et même la révision complète du moteur pour les 40 prochaines années. Le liquide lui-même n'est qu'une infime partie de la facture en fait. Ah, c'est une excellente métaphore. Dans le jargon financier, on appelle ça la différence entre les coûts de fonctionnement, donc le nettoyage au jour le jour, l'OPEX, et les coûts d'investissement, le béton, les pompes, qu'on appelle les CAPEX. Les fameux CAPEX, ouais. Et ce sont ces coûts d'investissement, ces milliers de kilomètres de canalisation, qui pèsent le plus lourd.
D'ailleurs, face à cette montagne de dépenses, le système a dû s'adapter. Les rapports mettent en lumière une vraie révolution silencieuse de la gouvernance locale. Vous parlez du transfert de compétences depuis le 1er janvier 2020. Exactement. Avant, si je comprends bien, chaque petite commune gérait ses propres tuyaux dans son coin. Maintenant, la loi a transféré ça aux intercommunalités. On regroupe tout ça à l'échelle d'agglomérations plus larges. C'est l'idée, oui. L'objectif, c'était vraiment de forcer la mutualisation. Parce qu'un petit village de 300 habitants n'a tout simplement pas les épaules financières pour entretenir une station d'épuration aux normes européennes modernes. C'est sûr. Donc, en fusionnant les budgets et les responsabilités au niveau intercommunal, l'idée, c'est de créer des économies d'échelle, d'avoir une vision plus globale. Là-dessus, franchement, en lisant les rapports, je dois avouer que je suis un peu sceptique. Ah bon? Bah oui, regrouper 5 ou 10 villages qui n'ont plus un sou pour réparer leur fuite, ça ne crée pas de l'argent par magie. Est-ce que ce n'est pas juste une façon de cacher la misère sous un tapis un peu plus grand? On mutualise la pauvreté, non? Alors, c'est une objection tout à fait légitime et c'est d'ailleurs une tension très réelle sur le terrain. Mais ce n'est pas qu'un simple jeu d'écriture comptable. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est que cette taille critique change la nature même de la gestion. C'est-à-dire? Un petit village ne peut embaucher un ingénieur hydrologue à plein temps, c'est impossible. Mais une intercommunalité, si. Elle gagne soudainement en expertise technique. Ah, je vois. Et ensuite, une structure plus grande, ça a un poids politique et financier bien supérieur pour aller négocier des prêts bancaires ou pour décrocher des subventions massives auprès des agences de l'eau ou de l'Union européenne. C'est un levier vraiment indispensable. D'accord, je vois l'argument de l'ingénierie et de l'accès au crédit. Ça se tient. Mais même avec les meilleurs ingénieurs du monde, quand on regarde l'état réel de ce fameux patrimoine souterrain, Ah oui, là ça fait mal. le réveil est d'une brutalité inouïe. C'est la partie des documents qui m'a le plus choqué. On marche littéralement sur des ruines. Les chiffres sont implacables. La source pointe du doigt le taux de renouvellement actuel des canalisations en France. Écoutez bien. Si l'on continue au rythme des investissements d'aujourd'hui, la période nécessaire pour remplacer l'intégralité du réseau s'étale sur 170 ans. 170 ans. Mais c'est complètement absurde. Et pourtant, c'est la réalité de notre rythme actuel. Mais attendez, si on fait le calcul inverse, ça veut dire qu'on a potentiellement sous nos pieds des tuyaux en fonte qui ont été posés sous Napoléon III et qui attendent toujours d'être changés. C'est exactement ça, oui. Comment est-ce qu'on a pu accumuler un tel retard? C'est le syndrome du loin des yeux, loin du cœur. Il y a une part de réalité politique indéniable là-dedans. Un réseau d'eau, par définition, c'est complètement invisible. Oui, c'est enfoui. Pour un élu local avec un budget ultra limité, c'est politiquement beaucoup plus gratifiant d'inaugurer un nouveau rond-point bien fleuri ou une crèche plutôt que de dépenser des millions pour ouvrir une route. Et paralyser le trafic? Voilà. Paralyser le trafic pendant 6 mois, changer un vieux tuyau et refermer la route. Visuellement, le citoyen ne voit strictement aucune différence. L'eau coulait avant les travaux, elle coule après. Donc on sacrifie l'invisible au profit du visible. C'est terrible. C'est humain, on va dire. Mais les rapports de l'UI ne parlent pas que de choix politiques. Ils pointent aussi une contrainte physique monumentale. Ce qu'on pourrait appeler la fatalité géographique, en fait. Le fameux problème du milieu rural. Ah, la pénalité rurale. C'est là que la pure géométrie entre en jeu, et franchement, elle est cruelle. Prenons l'exemple d'un centre-ville très dense. Vous creusez une tranchée pour poser 1 kilomètre de tuyau. Ok. Ce kilomètre, il va desservir des dizaines d'immeubles, donc peut-être 2000 abonnés. Le coût colossal des travaux va être divisé par ces 2000 factures. Le modèle tient debout, c'est rentable. Alors que si on se déplace à la campagne, c'est une autre histoire. C'est le jour et la nuit. Pour relier un hameau isolé à une source d'eau potable, il faut parfois dérouler 10-15 km de canalisation à travers des champs, des collines, Sans croiser personne. sans croiser personne. Les coûts de terrassement explosent. Et au bout de ces 15 km, vous avez quoi? 5 fermes et 20 habitants pour se partager la facture monumentale. C'est un gouffre financier structurel. La densité de population, c'est vraiment le nerf de la guerre. Totalement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, si on peut utiliser ce mot pour une catastrophe imminente. On réalise que l'argent récolté aujourd'hui, il sert de plus en plus à colmater les fuites d'un réseau vieillissant plutôt qu'à préparer l'avenir. On est dans la gestion de l'urgence permanente, ouais. Et juste au moment où les collectivités prennent conscience qu'il faudrait multiplier par 2 ou par 3 les budgets pour rattraper ce retard de 170 ans, l'équation s'effondre. À cause d'une nouvelle réalité écologique, oui. Nous voilà de retour à notre grand dilemme de départ. L'économiste Maria Salvetti le décrit vraiment comme une tempête parfaite. D'un côté, on a le changement climatique, les sécheresses, le manque de neige en hiver. La ressource se raréfie.
La seule réponse logique et vitale, c'est la sobriété. On demande aux industries d'optimiser leur processus, on demande aux citoyens de fermer le robinet en se brossant les dents, de ne plus arroser les pelouses. Une sobriété absolument nécessaire, on est d'accord. Mais souvenons-nous de la règle d'or qu'on a posée au début, l'eau paie l'eau. Et oui alors. Si on réduit tous drastiquement notre consommation, le volume d'eau facturé s'effondre et donc les revenus des services des eaux s'évaporent avec. Exactement. Sauf que les fameux tuyaux de l'époque de Napoléon III, eux, ils font toujours la même longueur. Il rouille à la même Et vitesse. ces usines de traitement doivent toujours tourner 24 heures sur 24. Les coûts restent fixes, mais les recettes plongent. C'est la définition même d'un modèle économique qui se cannibalise. Et Maria Salvetti souligne d'ailleurs que ce n'est pas la seule difficulté. En plus de cette baisse mécanique des revenus, le système doit affronter 3 nouveaux défis massifs qui tirent tous les coûts vers le haut. Et c'est quoi le premier défi alors? Le premier, il est qualitatif. On ne traite plus du tout l'eau comme on le faisait il y a 30 ans. On ne cherche plus juste à filtrer la boue ou tuer le choléra, quoi. Ah non, loin de là. Aujourd'hui, les normes nous obligent, et à juste titre pour notre santé, à traquer des pollutions émergentes d'une complexité folle. Oui, je vois. Les résidus de médicaments, tout ça. C'est ça. Les microplastiques, les résidus médicamenteux, les hormones, et bien sûr les fameux polluants éternels, les PFAS. Oh là là. Filtrer ces molécules invisibles, ça exige des technologies de pointe, comme l'osmose inverse ou le charbon actif. Et ça, ce sont des processus qui sont extrêmement gourmands en énergie et qui coûtent des fortunes à installer. Ça fait exploser la facture de l'usine, en gros. Ensuite, il y a les défis quantitatifs mentionnés dans les sources, la gestion des pénuries. Tout à fait. Avec l'irrégularité des pluies, il faut parfois construire de nouvelles infrastructures de connexion. Si un bassin versant est complètement à sec, il faut pouvoir acheminer l'eau depuis une autre région via des autoroutes de l'eau. Des autoroutes de l'eau, carrément. Oui, ou créer de nouvelles réserves. Et si l'on relie ça à la vue d'ensemble, ça déclenche le 3e défi, les conflits d'usage. Quand l'eau manque, comment on décide politiquement qui a le droit de pomper? L'agriculture contre l'usage domestique, c'est ça? C'est la grande question. Est-ce qu'on privilégie l'agriculture pour garantir notre souveraineté alimentaire ou l'usage domestique pour que les robinets de monsieur et madame tout le monde ne crachent pas de l'air? Organiser tout ça, régler ces conflits, faire des études, ça demande un temps fou, donc de l'argent. J'ai une autre image qui m'est venue en lisant cette partie pour bien saisir l'absurdité du modèle face à la sobriété. Allez-y. Imaginez un grand hôpital public. Et son unique source de financement dépendrait du nombre de patients admis en réanimation. Oula, le parallèle est sombre, mais il est très juste. Si cet hôpital fait un travail incroyable en prévention, les médecins font des campagnes, les gens mangent mieux, ils font du sport, plus personne ne tombe malade, l'hôpital est vide. Sur le plan médical, c'est un triomphe absolu. C'est la santé parfaite. Il licencie le personnel et il ferme ses portes. Ouais. Et le jour où survient un accident imprévisible, pouf, il n'y a plus de chirurgien ni de bloc opératoire. On est en train d'infliger exactement le même châtiment financier à notre réseau d'eau. On le punit pour son succès écologique. C'est bluffant comme analogie. C'est vraiment la limite intrinsèque d'un modèle qui est indexé sur les volumes vendus. Alors face à ce mur, les experts de l'UAI ne restent pas les bras croisés, heureusement. Les documents synthétisent plusieurs grandes pistes d'action pour tenter de sauver le système. Sans pour autant multiplier la facture d'eau par 5, je suppose, qui serait socialement inacceptable. Impossible, oui. Il y aurait des émeutes. Examinons ces pistes de survie. La première solution évoquée, la plus évidente, c'est d'appeler l'État à la rescousse. Il est fait mention dans les sources d'un apport de 220 millions d'euros via le plan de relance, ciblé spécifiquement sur le renouvellement des réseaux. C'est ça. Mais bon, très franchement, 220 millions d'euros pour un pays de la taille de la France, face à 170 ans de retard, c'est l'équivalent de mettre un petit pansement sur une jambe de bois, non? C'est un ballon d'oxygène qui est bienvenu, ça permet de lancer quelques chantiers urgents, mais vous avez totalement raison, ce n'est absolument pas à l'échelle du problème macroéconomique. Donc il faut autre chose. Voilà. Et c'est pourquoi les industriels se tournent vers une solution beaucoup plus systémique, ce qu'ils appellent le smart water. Le smart water, l'eau intelligente. Quand on entend ça, on imagine tout de suite des tuyaux en fibre de carbone ou des compteurs avec de l'intelligence artificielle. Mais comment ça résout notre problème de tuyaux rouillés? Le smart water, ce n'est pas juste un gadget technologique. C'est une réorganisation financière qui est rendue possible par la data. Concrètement, c'est par exemple l'installation de capteurs acoustiques sur le réseau. Des capteurs acoustiques. Ça veut dire quoi? Ils écoutent les tuyaux? Exactement. Ce sont des micros enfouis sous terre, capables d'écouter le bruit de l'eau 24 heures sur 24. Waouh! Et pourquoi on fait ça?
pour repérer une microfuite des semaines, voire des mois avant qu'elle ne provoque une rupture catastrophique de la canalisation. Et en quoi c'est une révolution financière, du coup? On reste dans le colmatage? Pas tout à fait. Si on reprend notre histoire de CAPEX et d'OPEX, quand un vieux tuyau éclate en plein centre-ville sans prévenir, à 3 heures du matin, c'est une urgence absolue. C'est la panique, inondation de la rue. Voilà. Il faut envoyer les équipes de nuit, payer des heures supplémentaires, fermer la rue, refaire le bitume en urgence, ça coûte une fortune. Et pendant ce temps, des milliers de litres d'eau potable, qui ont coûté super cher à traiter, sont perdus dans la terre. Donc c'est de l'argent jeté par les fenêtres. C'est un coût de fonctionnement de l'OPEX totalement gaspillé. Mais avec le Smart Water, on détecte la faiblesse à l'avance. On voit que ça commence à fuir doucement. Donc on a le temps de s'organiser. C'est ça. On planifie l'intervention tranquillement un mardi matin, on économise une fortune sur les frais d'urgence, on ne gaspille pas l'eau traitée. Et tout cet argent économisé au quotidien sur le fonctionnement, On le met dans les investissements investants. exactement, on l'injecte dans le budget d'investissement, le CAPEX, pour enfin remplacer d'autres vieux tuyaux de manière préventive. D'accord, si on file notre métaphore médicale, le Smart Water, c'est comme donner un traitement contre la tension artérielle au patient pour lui éviter la crise cardiaque qui coûterait 1 million d'euros en chirurgie d'urgence. C'est exactement la logique, oui. Gagner en efficience opérationnelle pour dégager des marges d'investissement. L'autre grande piste de solution soulevée par Oriane Sébil dans les documents, c'est ce qu'elle appelle la gestion intégrée. La réconciliation du grand cycle et du petit cycle, c'est ça? Oui. Là encore, il faut traduire pour les profanes. C'est quoi la différence entre les deux cycles? Historiquement, on a artificiellement séparé les deux. Le grand cycle, naturel, c'est la pluie, le niveau des rivières, la gestion des zones humides, les inondations. C'est la nature. Ok, et le petit cycle? Le petit cycle domestique, c'est tout ce qu'on a construit. Le pompage, l'usine d'eau potable, le robinet, les égouts et la station d'épuration. Pendant des décennies, ces deux mondes s'ignoraient. Ils étaient gérés par des services différents avec des budgets différents. Chacun dans son couloir. Et pourquoi c'était une erreur si coûteuse financièrement? Parce que les deux interagissent constamment en fait. Si l'urbanisme bétonne massivement une zone sans penser au grand cycle de l'eau, qu'est-ce qui se passe quand il pleut très fort? L'eau ne s'infiltre plus dans le sol. Exactement. Elle ruisselle sur le bitume, elle se charge de pollution en lavant les routes, et elle s'engouffre directement dans nos égouts, donc dans le petit cycle. Résultat, les stations d'épuration sont complètement submergées par cette eau de pluie sale. Et ça déborde. Ça déborde ou ça tombe en panne, ce qui coûte des millions à réparer ou à agrandir. Alors que si on gère tout ensemble de manière intégrée, Voilà. Au lieu de construire une nouvelle station d'épuration géante à 100 millions d'euros pour encaisser les orages, on dépense beaucoup moins d'argent pour désimperméabiliser les sols en ville. planter des arbres, enlever du bitume. Créer des toitures végétalisées ou des parcs inondables qui absorbent l'eau naturellement. La nature fait le travail de rétention de l'eau et elle le fait gratuitement. C'est une synergie redoutable sur le plan financier. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire au final? Si on synthétise la vision de ces acteurs industriels, la survie du modèle passe vraiment par une course à l'efficience technologique et administrative. On espère que les algorithmes, les micros dans les tuyaux et une meilleure gestion des sols vont compenser les pertes de revenus liées à nos économies d'eau. C'est le pari actuel des industriels, oui. Mais cela soulève une question importante. Laquelle? Si on garde la situation avec un peu de recul, l'optimisation a ses limites physiques. Gagner en efficience, ça permet de colmater l'hémorragie, c'est sûr. Mais est-ce suffisant pour payer la facture de 170 ans de sous-investissement? En filigrane des rapports, on comprend que nous devrons sûrement, un jour, faire face à une hausse des tarifs. Ce qu'ils appellent le juste prix de l'eau. Exactement, un prix qui intègre vraiment, véritablement le coût de remplacement du patrimoine à long terme. Mais bon, il faudra déjà commencer par le voir, ce patrimoine. Les sources insistent bien sur un prérequis fondamental avant de lancer les grands travaux, c'est de cartographier le réseau souterrain avec précision. C'est une sorte de matière noire de nos villes, on ne peut pas réparer ce qu'on ne connaît pas. Absolument, la connaissance du réseau, c'est la toute première étape. Mais si l'on pousse la logique de tous ces documents à son terme, on touche à une réflexion philosophique fascinante sur la valeur même de l'eau. C'est une conclusion qui se dessine vraiment en creux. Vous pensez à un changement total de modèle de tarification? Précisément, réfléchissez-y, si la valeur du système ne réside plus dans le volume d'eau qu'il nous livre, puisqu'on veut en consommer le moins possible, mais dans la garantie extraordinaire que l'eau sera toujours là, propre et sous pression quand on en aura besoin, ne devrait-on pas changer la manière dont on la paye?
C'est-à-dire qu'au lieu de payer au litre consommé, on paierait pour le simple accès au réseau. Exactement. Pensez au fonctionnement du réseau des pompiers, par exemple. Ah oui, très bon exemple. Vous ne payez pas les pompiers uniquement le jour où votre maison brûle, en fonction du nombre de lances à incendie qu'ils ont dû utiliser pour éteindre le feu. Heureusement que non. Vous payez un impôt ou une assurance fixe pour avoir la certitude, la sécurité absolue, que s'il y a le feu, l'infrastructure est prête, avec des camions en état de marche et des pompiers entraînés à la seconde près. D'accord. Ne devrait-on pas payer l'eau exactement de la même manière, une part fixe majeure pour financer et sécuriser l'infrastructure, le patrimoine, les usines, les tuyaux, indépendamment du fait qu'il pleuve beaucoup cette année ou que vous fermiez votre robinet sous la douche? Payer pour la sécurité de l'accès plutôt que pour le volume consommé. C'est une idée qui bouleverse totalement notre rapport de consommateur face à la ressource naturelle. En tout cas, ça résoudrait enfin le paradoxe de la sobriété punitive. La prochaine fois que nous tournerons ce petit levier métallique dans la salle de bain, on ne pensera plus seulement au liquide qui coule, mais à cet immense organisme d'ingénierie et de finance enfoui sous nos pieds qui ne demande qu'à être entretenu. Une vraie révolution souterraine à méditer pour nous tous.